Conçu dès le début des années 60, le Jaguar a volé pour la première fois en septembre 1968. Fruit d'une collaboration franco-britannique, le Jaguar est un de ces avions exceptionnels qui rassemblent toute leur carrière durant des fanatiques du monde entier. L'aventure du Jaguar a commencé en 1973 pour prendre fin en cette année 2005. Elle aura duré 37 années, pendant lesquelles il aura participé à un nombre impressionnant de conflits. En mai 1966 est formée la CP4, Société commune pour la production du Jaguar. Elle rassemble Breguet Aviation et British Aircraft Corporation. En juin de la même année, deux motoristes créent la Rolls-Royce Turbomeca Limited pour développer l'Adour, réacteur à double flux. Le Jaguar présente une masse à vide de 7,5 tonnes pour une masse au décollage de 14,5 tonnes. Les deux réacteurs Adour MK102 qui l'équipent, d'une poussée de 3250 kg chacun, lui permettent d'atteindre la vitesse de Mach 1,35 à un plafond de 12 500 mètres. Le Jaguar, largement exporté, présente une grande variété de versions, dont une biplace destinée à l'école. Même si le Jaguar français n'a pas bénéficié des mêmes raffinements que ses homologues britanniques, ils ne cessèrent jamais d'évoluer tout au long de leur carrière, recevant tout particulièrement une cartographie numérique, un GPS et des leurres plaqués sous les ailes. En 2004, ces avions ont toutefois été qualifiés d'anciens, car leur pilotage demande effort et attention. Le Jaguar n'est donc rien sans ses pilotes, et c'est sans doute pour cette raison que ceux-ci l'adorent. L'escadron 1-7 Provence possède la particularité d'avoir été le premier à accueillir le Jaguar en 1973 et de le voir faire ses adieux en 2005. L'escadron de chasse 1-7 Provence, unité de la force aérienne de combat, se singularise par deux missions principales, l'assaut conventionnel d'objectifs terrestres et maritimes et la reconnaissance. Fort de plus de 200 personnes, le 1-7 assure encore quotidiennement des missions de reconnaissance photographique de la plus haute importance stratégique. Les pilotes s'entraînent aux missions habituelles de combat opérationnel et travaillent activement
respectivement l'assaut conventionnel en équipier ou en isolé. Malgré son ancienneté, le Jaguar surprend encore par sa capacité à accomplir des missions délicates et par sa robustesse. Vous vérifiez la place arrière ? Aucun pilote ne part en vol sans effectuer un tour complet de l'avion. En compagnie des pistards, le pilote effectue les vérifications de l'ensemble des commandes de vol et de sécurité. Maxime Thomas, pilote au 1-7, nous invite à le suivre. Juste aujourd'hui, hein. Alors à bord dégagé, cale extincteur en place. Mano 1500-230 mini, prise statique, bande de roulement, amortisseur, bouclier phare, rhodoïde, son dégagé, trapézéna fermé. La perche, pas de fuite. Incidence libre, son dégagé, trappe oxygène fermé, rhodoïde, prise statique, dépertitaire, génétaki branché. On est vide, bidon, vide. Yes. Sécurité Ajax, interrupteur et vers l'avant. Hop, additionnel. Il est verrouillé, chargé. Il est débranché sur 0,5. Yes. Hop, verrouillé. Bande de roulement, bloc de frein, amortisseur, trappe carburant fermé. Sécurité enlevée, porte impulseur fermé. Bidon plein. Plaquette bec libre. Libre, volé. Pas de jeu, pas d'impact. Pas de jeu, pas d'impact. Fourchette en place. Mano. On est à 1500, huile fermée, pas de témoin, freiné ouvert. La quille, collecteur volet tuyère. PH, pas de jeu, pas d'impact. Cône manie, en place. PH, pas de jeu, pas d'impact. Collecteur, volet tuyère, les plaques huiles sont fermées. Sécurité cross enlevée, la pastille est en place. La quille. Mano, pas de témoin, switch. Volet, pas de jeu, pas d'impact. Fourchette en place, pas de jeu, pas d'impact. Plaquette bec, libre. Libre, sécurité enlevée, porte impulseur fermé. Bidon plein. Bande de roulement, bloc de frein, amortisseur, sécurité enlevée, merci. En place, trappe, verrouillé, porte impulseur, fermé. Il est verrouillé, chargé, il est débranché, il est sur 0,5. Le Jaguar peut effectuer des missions de longue durée. Sa capacité de ravitaillement en vol, associée à celle de nombreux emports de munitions, lui ont permis de basculer très vite dans l'emploi opérationnel. Je devais prendre la 21 aujourd'hui, je dis,
Son autonomie en vol étant de l'ordre de 1400 km, il est amené régulièrement au cours de sa mission à ravitailler. Réalisé par le pilote lui-même, à une époque où l'emport de matériel de prise de vue était encore autorisé, nous vous proposons d'assister en direct à une manœuvre de ravitaillement auprès d'un Boeing KC-135 du GRV Bretagne. Selon le modèle, la perche de ravitaillement peut se trouver sur le flanc droit de l'appareil et se déployer au moment du ravitaillement. Le pilote opère toujours selon le même mode. Il arrive à l'arrière droit du tanker jusqu'au visuel et attend l'autorisation du boom, chargé d'assurer la manœuvre pour glisser vers la gauche afin de se placer dans l'axe du poste de ravitaillement qui lui a été désigné. Ces images montrent à quel point la marge de manœuvre est étroite pour le pilote. Celui-ci dispose en gros d'un volume équivalent à un cube de 1 mètre de côté pour manœuvrer sa perche. Une fois que l'accrochage a eu lieu dans l'entonnoir du KC-135, le pilote du Jaguar doit en quelque sorte pousser celui-ci. Le tuyau qui relie alors les deux appareils ne doit pas se retrouver tendu, au risque d'arracher l'extrémité de la perche, ce qui aurait pour conséquence d'interrompre le ravitaillement et d'endommager gravement le matériel. Lorsque l'opération est terminée, sur ordre du tanker, le pilote du Jaguar décroche sa perche et s'éloigne du Boeing en glissant vers sa gauche jusqu'au contact visuel avec l'équipage qui lui donnera alors l'autorisation de faire un break à gauche pour reprendre sa mission. Lorsque l'appareil dispose d'une perche centrale, la manœuvre est identique à la différence près que l'installation est fixe sur l'avion.
Dans le cadre d'une mission de reconnaissance photographique, le pilote utilise la caméra Omera 40 de 75 mm située dans le nez de l'appareil, ou alors le RP36 doté de 3 caméras Omera 40 de 600 mm. Aussitôt la patrouille posée, les techniciens du service photo déposent la boîte à film du nez de l'avion pour remettre celle-ci au laboratoire. A son tour, le laboratoire photographique récupère le précieux film pour le soumettre à un process de développement qui le rendra exploitable par les officiers du renseignement. Une fois révélées et fixées, les images sont déposées à l'escadron dans un local prévu à cet effet et à la disposition des équipages. Exception faite des missiles purement RR comme le Super 530D et le Mika, le Jaguar a emporté tous les types d'armements avec en point d'orgue le missile nucléaire AN-52.
Sur le parking, l'activité est intense. Les armuriers installent les bombes sous l'avion. Au cours de ces exercices, toutes les catégories seront employées, de la bombe de 250 kg à la bombe d'1 tonne. L'autre côté, l'avant vers vous. Hop. Alors, l'école, le fil de max, nous avons dégagé les 549, 235 sympathiques, le choupi revenu, le pharmacien pneumatique. Portes sont fermées, les sons. Avant de partir en vol, les pilotes effectuent le tour avion afin de s'assurer que les munitions sont bien en place sur leur support. Tous les pilotes de l'escadron participent régulièrement à des campagnes de tir sur la base de Cazaux. Ces campagnes leur sont indispensables pour acquérir ou entretenir les connaissances et la pratique nécessaires et pour l'utilisation optimale du matériel. Le cabine fermé. Par ailleurs, l'escadron sert de support au Centre d'expérience aérienne militaire, le CEAM, à Marsan, pour les expérimentations en vol. Le CEAM utilise régulièrement le Jaguar pour tester les nouveaux armements guidés laser. Le capitaine Philippe Zuccarelli nous raconte une campagne de tir. La campagne de tir, c'est une valeur ajoutée dans le tir d'armement où on va tirer dans un premier temps des munitions d'exercice, aussi bien des obus que des bombes. Et puis ensuite, on va tirer des armes bonnes de guerre, c'est-à-dire des bombes de 250 kg, des bombes de 125 kg et puis des bombes à haute valeur ajoutée, je dirais, c'est les bombes guidées laser. Plusieurs fois par jour, les pilotes grimpent dans leurs avions pour des missions de tir. La dizaine de Jaguars mis en œuvre pour l'occasion se livre à un balai incessant sur le parking. Dans la réalité, les objectifs sont divers. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces armements, et notamment de l'appui-feu, qui est en fait une partie de notre mission. C'est-à-dire, après description d'un target via un personnel au sol, eh bien, on va rallier notre nacelle sur l'objectif qui nous désigne et puis illuminer et tirer une bombe dessus. Ça peut être aussi bien un char, un bâtiment, ça peut être une position ennemie, et c'est très varié.
grosse contrainte pour nous, c'est que en fait, il faut acquérir très tôt le visuel de l'objectif, c'est-à-dire de l'ordre de 20 km avant l'objectif, pour pouvoir au plus tôt rallier ce pod de désignation sur l'objectif et ensuite pouvoir conduire un guidage et rejoindre des éléments de tir dans la fenêtre désirée, puisque la charge de travail à ce moment-là du pilote est énorme. Dans un premier temps, on arrive sur un cap d'approche à une altitude donnée. On va chercher visuellement en cabine la position de l'objectif. On va rallier le pod de désignation laser à ce qu'on voit grâce à une croix de désignation dans l'avion en tête haute. Une fois qu'on a rallié la position, eh bien, on sait que le faisceau laser futur qui va illuminer la cible sera au centre d'une croix à l'intérieur de cette télé. Et lorsqu'on lancera la bombe, eh bien, en même temps, on lancera un laser, en fait une désignation laser qui permettra à la bombe de se guider suivant ce faisceau laser. Les obus, eh bien, sont des armes simples qu'on va tirer exactement comme on tirait pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on a un viseur et puis en venant rejoindre des paramètres précalculés, eh bien, on va tirer dans ces conditions-là pour mettre les obus au but. Les bombes conventionnelles, ce sera exactement la même chose. Donc au sol, on prévoit des cas de tir avec des paramètres. Et puis lorsqu'on arrive sur le champ de tir, on vient rejoindre les paramètres qu'on avait définis et on tire dans ces paramètres. En revanche, les armements guidés laser, eh bien, c'est différent puisque la précision, on demande d'avoir une précision métrique. Donc forcément, on va prévoir donc un cas de tir au sol qui est une rejointe de paramètres, on appelle ça une fenêtre de tir, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus vaste, donc qui va permettre une concentration, se concentrer moins sur la partie pilotage pour pouvoir se concentrer sur la partie guidage. Donc là, eh bien, avec on a un espèce de pod désignation laser aéroporté qu'on va emmener avec nous sous l'avion, qui va tout nous permettre de rechercher l'objectif dans un premier temps, désigner l'objectif et ensuite, avec une illumination laser, eh bien, on va guider la munition vers l'objectif que l'on illumine. Le Jaguar est équipé de 2 canons DEFA 553 de 30 mm. Ces armes seront aussi utilisées pour plusieurs passes de tir que réalisent les pilotes sur les cibles du champ de tir. Le Jaguar est propulsé par 2 réacteurs Adour à post-combustion. Ces moteurs, économes en carburant, confèrent à l'avion une manœuvrabilité appréciée par les pilotes. En navigation basse altitude, le Jaguar possède ainsi une grande autonomie. Malgré un manque de poussée et un faible taux de montée, le Jaguar se défendait très bien en combat aérien rapproché. En sachant utiliser les volets et avec un pilotage aux fesses, il prenait souvent l'avantage face au Mirage 3 ou F1 par un tir au canon.
Malgré tout le soin apporté à l'entretien de l'appareil, il se peut que l'un des moteurs présente des pannes. La réparation, si elle est sommaire, est effectuée directement sur le parking par les mécaniciens. Dans le cas d'une panne plus sérieuse, le moteur doit être déposé en atelier. Cette opération spectaculaire et qui nécessite un outillage spécifique demande une vingtaine d'heures de main-d'œuvre. Elle est aisément réalisée par 2 personnes. Le Vincent, il attend pour aller tourner. Hein? Vincent, il attend quelqu'un pour aller tourner. Tu tires un peu sur le câble. Un zémoline. Et bon. On changera pas. Il reste devant, bon, c'est le hold drive qui gère. Le moteur déposé de l'avion est expédié à l'ESTS. Dans cet atelier spécialisé, le réacteur sera entièrement révisé et remis en état. Cet établissement, situé sur la base même, assure également l'ensemble des opérations de visite et d'entretien périodique du moteur. Ça va être parti là. Vas-y. Le réacteur refait est installé sur l'avion qui va pouvoir partir faire son point fixe. Située à l'extrémité de la base, une aire spécialement aménagée accueille les appareils à tester. Sécurisés par une cabine anti-bruit, les mécaniciens effectuent un essai de poussée maxi et de post-combustion avant de ramener l'avion en atelier pour reposer les tôleries du capotage moteur.
Alors que l'obscurité se fait dans le hangar, l'activité de l'escadron ne s'arrête pas pour autant. L'entraînement des pilotes se prolonge au cours d'un vol de nuit. Ce moment privilégié permet aux passionnés que nous sommes d'oublier quelques instants la technique pour se consacrer à l'admiration des préparatifs au décollage qui aura lieu dans une lumière de rêve. Reliés à la base par les opérateurs du contrôle aérien, les avions vont effectuer leur vol tard dans la nuit pour nous offrir un spectacle de toute beauté. Servi par des hommes et des femmes passionnés, le Jaguar a accompli une tâche sans précédent. C'était un avion conçu pour faire la guerre, tant pour les pilotes que pour les mécaniciens. Être sur Jaguar était synonyme de déplacement et d'aventure que l'on ne vivait qu'une fois.
Avant que le Jack disparaisse dans la nuit de nos mémoires, regardons une dernière fois cet oiseau majestueux qui fut pour beaucoup le plus beau des avions.